Prude. Bonjour, je suis Daphné Desjeux. Vous allez écouter Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien, ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur, qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Et c'est avec Prude. Une révélation. Comment se traduit une révélation lorsque celle-ci vient de son propre corps et qu'elle contredit en tout point la vie que l'on a essayé de nous donner? Est-ce que nous sommes vraiment censés vivre et suivre le chemin qui nous est destiné? Léa nous raconte son paradoxe vertueux. Bonjour, je m'appelle Léa, c'est première de ma classe, fille de prof, et j'étais convaincue que j'étais frigide pendant la majeure partie de ma vie. Aujourd'hui, je suis travailleuse du sexe et je suis hyper heureuse et je vais vous raconter mon histoire. Prude. Mes parents m'ont eu assez tard, ma mère avait 40 ans et j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi, mais on était leurs premiers enfants désirés. Du coup, c'était un train de vie plutôt stable, avec une sécurité financière, des cours de musique, des cours de théâtre, et puis j'ai 2 parents dans l'éducation nationale, donc une famille de profs. Du coup, c'était très important d'avoir des bonnes notes à l'école, d'être sage, de pas trop se faire remarquer. J'ai été élevée avec beaucoup d'attention. Enfin, j'ai été vraiment désirée et chouchoutée. Mais en même temps, j'ai été en manque total de liberté et d'expression et d'émotion, en fait. Enfin, dans ma famille, c'était assez pudique. Les émotions n'étaient pas très accueillies. Moi, j'étais super sensible. Donc, j'étais un peu la gamine qui pleurait tout le temps, un peu angoissée, et en même temps avec des gros accès de joie. Et je me souviens beaucoup de mes parents qui me disaient de me calmer, quoi. En gros, on parlait pas du tout de sexe. Je me souviens que quand j'ai demandé comment on faisait les bébés, j'ai eu un livre avec des animaux et des espèces de dessins schématiques avec un trait et un rond. Mais j'ai rien compris du tout. Et après, plus tard, j'ai reçu un magazine, c'était Astrapi. J'étais abonnée à Astrapi et il y avait un dossier sur faire l'amour et il disait les mots genre le désir, le plaisir, et tout ça. Et je suis allée voir ma mère et j'ai dit mais j'avais pas du tout compris que c'était ça. Et elle m'a dit mais si, je t'ai offert ce livre quand t'étais petite avec les animaux. Et je pense qu'il y a un espèce de blocage dans ma famille, un gros tabou sur la corporalité en fait. Parce que même au niveau féminité, quand je posais des questions à ma mère sur le corps, sur les seins, sur les règles et tout, elle était assez mal à l'aise. Et en fait, elle essayait de pas m'envoyer balader, mais je voyais qu'elle se fermait comme une huître, en fait. Au moment où j'ai commencé à, moi, avoir du désir et à moi, en fait, m'intéresser plus pour moi-même à la sexualité, je pense que j'avais déjà compris que c'était plutôt pas très bienvenu et qu'il y avait une espèce de crispation autour du sexe. Ce sur quoi ils ont le plus investi, c'était que je réussisse socialement, en fait. Je me rappelle en CM1, j'ai eu un 16/20 en géo et je me suis fait engueuler. J'allais à des cours de musique, moi ça me saoulait les cours, les cours de musique, fallait y aller tous les vendredis à telle heure et réviser 30 minutes par jour. En fait, ils valorisaient beaucoup le devoir, donc les devoirs de classe, les activités extrascolaires, enfin tout ce qui pouvait capitaliser en fait pour mon avenir. Mais ce qui était intéressant et ce dans quoi j'excellais, c'était plutôt le plaisir, l'expression, que ce soit expression corporelle, poétique, chant, musique, tout ça. Mais comme c'était tellement cadré, tu vois, cadré dans le temps, il fallait que ça mène quelque part et que ce soit fait selon certains codes. Mais en fait, ça m'ennuyait, en fait, ça me gâchait mon plaisir. Et tout ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était considéré comme oisif ou comme pas utile et donc dévalorisé. En fait. Pour moi, c'était super important et c'est encore important qu'on m'aime bien, qu'on m'apprécie et d'être acceptée en fait. Donc je me suis plutôt conformée. Et une théorie que j'aime bien, c'est de dire que quand on n'est pas consentant à quelque chose, on peut soit se soumettre, soit fuir, soit se rebeller.
Et moi, j'étais entre me soumettre et fuir. C'est-à-dire que j'avais une vie intérieure, imaginaire très développée. Je suis partie 1 an à l'étranger quand j'avais à peine 15 ans. Enfin, j'avais un peu ce truc de partir. Mais je me rebellais pas, en fait. Je me suis pas rebellée et j'ai beaucoup intériorisé ces codes de faire ses devoirs, de faire son devoir et de pas trop se faire remarquer. Prude. La première fois que j'ai essayé de me masturber, dont je me souvienne, je devais avoir, je pense que j'avais à peu près 10 ans ou 9 ans. Et alors j'avais trouvé des préservatifs dans la salle de bain de mes parents, et j'en ai pris un, et je l'ai mis sur un crayon, et je me suis enfoncé le crayon dans le vagin, et ça m'a rien fait du tout. Je pense que j'ai dû vaguement faire des va-et-vient, mais en fait j'étais juste profondément mal à l'aise, crispée, et j'avais honte, et ça marche pas, je sens rien, donc je suis frigide. Et je suis restée sur cette idée-là, même si je me souviens que j'avais vraiment du désir. Enfin, j'étais quand même une ado, quoi, tu vois. Mais je réprimais complètement la possibilité de me satisfaire ou même d'explorer mon propre plaisir et la possibilité d'avoir des échanges physiques, sensuels ou même amoureux avec d'autres personnes. J'ai eu mon premier rapport sexuel à 19 ans. Et c'était un mec, j'étais bourrée, c'est un mec qui est venu chez moi boire un verre et qui a insisté jusqu'à ce qu'on couche ensemble. Et c'est là que ma sexualité a commencé, en fait, par un rapport sexuel qui était à moitié consenti, un peu pourri, pété, mais je me suis dit, bon, allez, de toute façon, il va bien falloir que tu t'en occupes. Là, ça a commencé, et là, j'ai vu que j'étais pas frigide. Je m'en souviens pas hyper bien, mais en fait, je crois que c'était surtout un immense soulagement pour moi, parce qu'au fond, j'étais convaincue que ça allait jamais m'arriver, ou que ça allait pas marcher, que si ça arrivait, enfin... Et là, je me sentais enfin dans le camp des personnes qui ont déjà fait du sexe. Et donc, je m'acceptais mieux et j'étais fière. Et je me souviens que je suis allée à la fac le lendemain, en gueule de bois, j'avais l'impression de porter un secret. Ce dont je me rendais compte, c'est que quelque chose naissait, mais en tout cas, je laissais derrière moi le fardeau de pas être capable d'avoir de la sexualité, en fait. Pour justifier le fait que c'était difficile pour moi, que j'avais jamais eu de copain, que, que ça avait pas l'air aussi fluide pour moi que pour les autres autour de moi, je pense que je me suis dit que juste c'était pas pour moi. Après, peut-être ce truc je me mettais une grosse pression aussi, c'est-à-dire qu'il fallait être parfaite partout. Donc si j'étais pas parfaite dans un truc, bon bah voilà, c'était pas pour moi et puis c'est tout, quoi. J'ai continué à coucher un peu avec ce mec. Au final, ça a été, j'étais complètement dépendante de lui, effectivement. Et puis cette période-là, c'était la période aussi où je venais de quitter le domicile familial pour faire mes études. Je suis rentrée à fond dans les troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est assez parlant aussi parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup en lien avec la relation avec son corps, le fait d'accepter son corps et même d'avoir conscience de son corps. Généralement, une personne qui a beaucoup de TCA, troubles du comportement alimentaire, elle n'est pas en contact avec son corps. Enfin, et du coup, je suis allée faire une thérapie pour ça, et je suis tellement reconnaissante parce qu'en fait, ce mec-là m'a aussi dit que j'étais trop grosse et tout. Enfin, c'est pas de sa faute si j'ai eu des TCA, j'avais déjà la graine en moi, tu vois, et puis c'était déjà un peu pas terrible. Et le fait de quitter chez mes parents et de commencer à avoir une vie sexuelle, ça a déclenché mes TCA d'une force qui a fait que je pouvais plus vivre avec, et j'étais obligée d'aller faire une thérapie. Et ça a duré 2 ans, et pendant cette thérapie, j'ai appris à sentir mon corps, à être dans le présent, à, à ressentir ce que c'est d'avoir envie de quelque chose, d'avoir du plaisir à quelque chose, ou même ce que ça fait quand je suis pas d'accord avec quelque chose, et quand je dis que je suis pas d'accord, poser ses limites, tout ça, en fait, je l'ai appris à 19 ans, quoi. La première partie de ma vie sexuelle, j'étais vraiment dans l'hétéronormativité. Donc en fait, je prenais vraiment mon rôle de fille. C'était comme à table. Je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Je le faisais super bien. Donc je regardais un mec, puis je le regardais plus, puis je le regardais, puis on allait me parler, puis je rigolais à ses blagues, et puis on couchait ensemble, et je répondais pas trop vite à ses textos, et je faisais pas le premier pas. Et du coup, en fait, c'était plutôt
le désir des mecs qui conditionnaient avec qui j'allais ou j'allais pas coucher. Et c'était d'ailleurs le désir des hommes qui me procurait du plaisir ou qui éveillait mon désir. Et donc, même si j'avais toujours été intéressée par les femmes et que j'avais toujours trouvé les femmes désirables et que donc logiquement j'étais même pansexuelle parce que la bisexualité c'est dans une vision binaire des genres, homme-femme, c'est être attiré par les deux genres. Mais la pansexualité, c'est un peu le nouveau mot pour parler de bisexualité, mais qui implique qu'on est attiré sexuellement par n'importe quel genre et par tous les genres à égalité. C'est-à-dire que ça peut être aussi des personnes non-binaires ou des hommes trans ou des femmes trans, enfin tout le monde quoi en gros. Donc après cette rupture et ces quelques coups d'un soir ou ces quelques aventures avec des mecs, j'ai passé une soirée avec une fille que je connaissais depuis super longtemps et que je trouvais trop belle et trop sympa et tout, mais on n'avait jamais été hyper proches. Il y avait une tension sexuelle. En fait, elle est venue dîner chez moi et on devait être avec un pote qui est pas venu. Et je sais pas, il y avait un truc où je me souviens que j'avais beaucoup d'énergie quoi quand elle est partie. Et après, elle en a parlé à son meilleur pote qui m'a dit oh, j'ai une copine qui a un crush sur toi, mais elle veut pas te le dire, devine qui c'est. Et j'ai deviné. Et après, on est sortis en boîte avec le mec qu'elle voyait à ce moment-là. Et elle m'a dit, ben, en fait, on aimerait bien t'inviter je sais plus si elle m'a dit faire un plan à trois avec nous, à te joindre à nous. Et voilà, je sais plus à quel point. Enfin, en tout cas, j'ai compris. Et on est rentrés tous les trois ensemble. Et ça s'est tellement bien passé et c'était hyper fluide et j'étais sur un nuage en fait, c'était le meilleur sexe que j'avais jamais fait quoi. Puis le fait de voir que j'arrivais facilement à faire du sexe avec une femme qui a un corps de femme, ça avait un truc grisant, on entend toujours mais si je me retrouve face à une vulve, je vais pas savoir quoi faire et tout. Que dalle, en fait on en a une, enfin moi j'en ai une perso de vulve. Ça a été super naturel pour moi et j'étais juste au paradis quoi. Même dans cette aventure-là, c'est quand même un homme qui nous a permis d'avoir deux fois en fait. C'est son meilleur pote déjà qui nous a dit ouais elle t'aime bien, elle aussi elle t'aime bien. Et c'est son amant à elle qui nous a permis d'avoir du sexe ensemble pour la première fois. Et après on a continué à avoir du sexe aussi toutes les deux, à faire du sexe toutes les deux et à explorer. On a eu une relation vraiment géniale toutes les deux. C'est quand même un plan à trois avec un mec quoi. Mais tant pis, parce que maintenant je suis capable de. Enfin, c'est toujours un peu difficile, mais je suis capable d'aller vers des filles et c'est très intéressant. En fait, c'est tout un nouveau champ à explorer, de sortir de mon rôle que j'avais tellement bien appris à jouer, quoi. Le rôle de la fille, ouais, le rôle de la passivité en fait. Le rôle de la suggestion, le rôle de l'attente, de la réception, tu vois, d'être disponible. Ça marche plus quand tu mets deux filles à peu près hétéros face à face qui ont envie de baiser. Si les deux restent dans ce rôle-là, ça va pas arriver, quoi. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps, d'ailleurs. Et donc, suite à ça, j'avais plus envie que de faire du sexe à plusieurs et du sexe avec des filles. J'avais plus du tout envie de faire du sexe hétéro avec des mecs qui sortaient de nulle part, en fait. Parce que... Et pourtant, ça faisait pas si longtemps que j'en faisais, hein. J'ai pas du tout exploré à ce niveau-là, mais j'avais l'impression d'avoir découvert une autre planète en fait. Et j'en ai parlé à une copine, et cette copine m'a dit ah mais j'ai rencontré un mec, il organise des soirées, c'est un peu des orgies, faut que tu y ailles. Donc elle m'a recommandé, et j'y suis allée, et d'ailleurs j'y suis allée avec cette partenaire-là, donc la première fille avec qui j'ai fait l'amour. C'était une soirée, un peu comme une soirée libertine, mais très axée sur le consentement. Donc moi je suis arrivée là-bas, j'étais morte de trouille. En plus on a failli pas pouvoir y aller parce que c'était fermeture des portes à 20h30 et puis ma copine elle était en retard comme d'hab et du coup on pouvait plus venir, mais en fait ils ont décalé l'heure d'entrée, donc moi j'étais pendant une demi-heure devant la porte de l'immeuble à essayer de pas avoir l'air d'être devant la porte de l'immeuble au cas où on saurait que peut-être j'allais à cette soirée et à me dire vas-y j'y vais pas, tu vas te détester si tu vas pas, vas-y. Et ma copine arrive, on y va, et là en fait c'était une quinzaine de personnes assises par terre autour d'une grande table
avec que des trucs véganes et du kombucha, pas d'alcool, les cheveux teints en vert, arc-en-ciel, rose, trop mignon avec des leggings avec des chatons dessus, enfin vraiment trop doudou quoi comme ambiance. Et puis on fait un tour de parole où chaque personne dit comment elle se sent, quelles sont ses limites, quels sont ses désirs, tout ça. Et donc en fait c'était un peu une orgie, mais le consentement était demandé a priori. Donc dans les milieux libertins, c'est quelqu'un te touche, bah tu lui enlèves sa main et il arrête. Alors que là, c'était tu veux toucher quelqu'un, tu demandes avant si tu peux toucher la personne. Bon, j'ai passé une soirée de baisse géniale et tout, et j'étais complètement dans défoncée à l'ocytocine, cette hormone du contact. Mais en fait, à force d'aller à des événements comme ça, ce que j'ai compris, c'est que j'avais découvert le consentement, en fait, et ce que ça fait de se demander vraiment, est-ce que j'ai envie de ça là tout de suite maintenant? Et de faire ce dont j'ai envie là tout de suite maintenant. En allant dire à quelqu'un, bah moi j'aimerais bien essayer l'uro avec toi par exemple, tu vois. Ou j'aimerais bien qu'on se fasse un câlin, ou j'aimerais bien apprendre à te connaître. Mais en fait, c'est pas des trucs qu'on fait ça dans la vie. Ou même dire comment je me sens, mais même avec tous les trucs négatifs, genre la tristesse, la colère, etc., à des personnes que je connais à peine. Et ça, j'ai appris à le faire aussi. Dire non, là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, j'ai appris à le faire aussi. Et ça change tout. Et j'ai compris en fait que à l'école ou dans la société, on apprend à ne pas se poser la question de si on est consentant ou pas, parce que c'est les règles qui décident ce qu'on a le droit de faire ou pas, quoi. Par cette approche de la sexualité et de la sensualité, j'ai appris à écouter ce que moi j'ai envie de faire, et ce dont moi j'ai besoin, et ce dont j'ai pas envie. Peu à peu, à partir de là, c'est assez dangereux, parce que c'est plus possible pour moi. Il y a plein de trucs qui sont devenus impossibles pour moi. J'ai quitté mon boulot que j'aimais pas et que j'avais juste pour payer mon loyer. Ouais, j'étais hôtesse d'accueil. Ça m'en demandait pas trop, c'était facile pour moi et on me faisait pas chier, quoi. Mais même ça, en fait, à un moment, j'avais plus envie de m'épiler, j'avais plus envie de me maquiller, j'avais plus envie de pas dire ce que je pense à des gens quand ils sont infects avec moi, tu vois. J'avais plus envie d'être là de telle heure à telle heure alors qu'il y a personne et que clairement ça sert à rien que je sois là. J'avais plus envie de faire semblant. Et en fait, j'ai pas envie, où mes parents m'avaient toujours dit on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc moi je croyais que c'était comme ça, tu vas faire des choses dont t'as pas envie. Mais en fait là j'ai capté que non, 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 pas du tout. Je ne peux plus faire ça, de ce que je veux plus faire. Et c'est là que j'ai décidé de commencer le travail du sexe en fait. Prude. Ça m'intéressait, il y avait le côté interdit, le côté c'est un peu excitant qu'on me paye autant juste pour du sexe alors que je l'ai fait avec des mecs random dont j'en avais rien à foutre, et là on va me donner des centaines d'euros pour le faire. Mais c'est aussi un moyen de décider de ce que je fais quand je le fais, et d'avoir beaucoup de temps pour moi en fait. Et là tu vois, pour revenir à l'idée du consentement, ou quand t'es pas consentante, soit tu fuis, soit tu te rebelles, soit tu te soumets. Là je crois que c'est un peu plus de la rébellion, parce que j'ai choisi, j'étais dans un métier qui était complètement dans la norme et complètement dans le non-consentement, puisque je détestais ça. Et en fait, je suis passée à un métier qui est complètement à la marge et qui est paradoxalement considéré comme un truc d'oppression. Je sais que pour ma mère, c'est ça, quoi. La prostitution, c'est l'oppression, et les méchants hommes qui vont profiter des femmes parce qu'elles ont besoin d'argent. C'est plutôt une manière pour moi d'utiliser mon corps, qui est entièrement à moi, et d'en faire tout ce que je veux. J'ai tous mes poils, j'ai des tatouages, et en fait, si les clients ils aiment pas ça, ils font pas appel à moi. Et d'utiliser mon énergie sexuelle, parce que j'ai découvert que j'avais vraiment une énergie sexuelle, et tout ça pour vivre en fait, et vivre bien, quoi. Ça veut dire que maintenant il y a peut-être 10%, même pas de mon temps, qui est consacré à travailler, et c'est un travail qui me permet de me sentir vivante, qui me permet d'aller profondément au contact des gens, et d'être vraiment moi-même. Et 90% de mon temps, c'est ce qui aurait été appelé du loisir ou du plaisir, c'est-à-dire m'investir dans mes relations, marcher,
voyager, chanter, faire de la musique, écrire, et tous les trucs que j'aime en fait. Donc je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas pour moi c'est un énorme pas en avant quoi. Ça me permet d'être libre. Alors mes parents, ils ne savent pas que je suis travailleuse du sexe. Ça fait pas très longtemps que je le fais, ça fait même pas un an. Ce serait très difficile pour eux d'apprendre ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que j'ai une stabilité et puis que je sois en sécurité. C'est-à-dire le voile c'est l'oppression, la prostitution c'est l'oppression. Du coup, j'ai pas envie de passer par ces débats-là. Et en fait, quand je pèse le pour et le contre, le pour, ce serait juste de pouvoir leur parler de ce que je fais, mais je sais pas s'ils ont envie de parler de ça. Ou en tout cas, ce serait compliqué. Et les contres, ils sont nombreux. C'est qu'ils vont s'inquiéter, c'est que peut-être ils vont se mettre en colère, c'est qu'ils vont se demander ce qu'ils ont fait pour que je devienne comme ça. Et peut-être même qu'ils vont essayer de m'en empêcher. Enfin, ce serait la panique, quoi. Par contre, j'en ai parlé avec ma sœur. Et ma sœur, elle est aromantique et asexuelle. C'est-à-dire que elle n'a pas de désir de relation romantique et elle n'a pas de désir sexuel. Et ouais, donc elle est un peu à l'opposé de moi, quoi. Et elle, j'en ai parlé. Il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Et elle m'a dit « Ah d'accord !» Et après, elle m'a posé quelques questions poliment, mais bon, elle est restée... elle est restée très distante. Ouais. Après, elle m'a posé quelques questions avec beaucoup de retenue et une espèce d'ouverture d'esprit. Tu vois, en fait, aucun jugement. Et on a parlé du fait que c'est marrant qu'on soit autant à l'opposé, que elle a aucun désir d'avoir de la sexualité, elle a aucun désir d'avoir une relation romantique. Et même si elle se pose un peu la question de est-ce que je suis vraiment heureuse comme ça, pour elle, ça n'a pas été possible de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire déconstruire, quoi. Enfin, tu vois, si elle était complètement épanouie dans son asexualité et son aromantisme, parce qu'il y a des gens qui sont complètement épanouis comme ça, bah ok, et ce serait encore plus marrant et intéressant. Mais là, j'ai pas l'impression. Tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc où elle est restée dans le dogme de se couper du corps, quoi. Prude. J'ai eu envie de témoigner au micro de Prude parce que pour moi, le sexe, ça cristallise tout ce qu'on peut imaginer ou presque. La sexualité, c'est la créativité, c'est les relations interpersonnelles, c'est le consentement, c'est le corps et l'esprit mélangés, c'est les codes sociaux, c'est les normes. Et donc en fait, si on veut remettre les choses en question, j'ai l'impression que le sexe, c'est un angle plutôt efficace, quoi. Et puis moi, c'est une super belle partie de ma vie. Et je suis heureuse que ça puisse être... que la sexualité puisse être discutée dans un podcast comme un truc qui épanouit les gens, en fait. Je trouve que c'est précieux. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.